alhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir à toutes et à tous d'avoir bien voulu assister à cette séance de présentation et de dédicace de l'ouvrage du docteur Farida Atouassi, qui est à ma droite. Et pour les personnes qui ne le sauraient pas, c'est une dame qui est d'origine comorienne mais qui a vécu un certain temps au Sénégal. Elle est médecin, elle est mariée, elle a des enfants. Elle a fait aussi des études de master en communication. Il faudrait reconnaître quand même qu'elle est hyper courageuse pour faire tout ça en même temps. Nous lui souhaitons une bonne continuation et bon courage. Et avoir le temps aussi de produire un ouvrage de ce genre, sur lequel ouvrage je ne vais pour l'instant rien dire, parce que de toute façon, je ne suis pas un spécialiste de roman, je ne suis pas critique littéraire comme Mamgone qui va s'en charger. Mais quand même, on m'a demandé de dire un peu ce que je pense, ce que j'ai compris de l'ouvrage, et je le ferai avec plaisir. Donc moi, c'est votre frère Imam Ahmed Makhtar Kanté. Je suis à la mosquée du Congrès, je suis écrivain, conférencier. Et moi-même, je produis des ouvrages, donc je me sens très bien à l'aise dans ce genre d'activité intellectuelle. Donc nous avons décidé de commencer, on avait prévu de le faire à 16h, mais comme vous le savez, en Afrique, en général, quand on dit une heure, les gens viennent en retard, mais aussi il faut compter avec la météo. Donc il y a la pluie qui a commencé, qui s'est un peu arrêtée, mais certaines personnes pourraient se dire j'attends encore un peu avant de sortir. Donc l'un dans l'autre, on ne peut pas continuer à attendre. Donc on s'est dit on commence à 16h30 pour que ceux qui sont là et celles qui sont là ne soient pas pénalisés et que les autres nous rattrapent en cours de route. Alors, je voudrais maintenant rapidement vous dire comment on a organisé cette séance. Et avant cela aussi, je voudrais remercier le docteur Atouassi pour la confiance et toute l'équipe de Harmattan d'avoir pensé que je pourrais jouer le rôle de modérateur. Alors, le planning qu'on a proposé est le suivant. D'abord, les mots de bienvenue de Harmattan. Si le directeur Diallo est là, il va s'en charger. Sinon, Bachir prendra la parole donc, au nom de Harmattan pour les mots de bienvenue. Ensuite, nous donnerons la parole au professeur Moustapha Ndiaye, qui est à l'extrême gauche, donc qui a suivi de très près les études en médecine du docteur Atouassi et qui aura le plaisir de présenter le docteur Farida Atouassi. Professeur Moustapha Ndiaye, soyez le bienvenu. Ensuite, la parole sera donnée au doyen, notre cher doyen, Cheikh Hamidou Kane, que le monde entier connaît, pour beaucoup de belles choses et en particulier pour son livre L'aventure ambiguë. Mais comme j'ai dit, pour beaucoup d'autres belles choses, c'est un monsieur extrêmement humble, n'est-ce pas, qui vit au Sénégal et qui est connu pour être quelqu'un de modéré, quelqu'un de constructif, quelqu'un qui mérite vraiment le respect au-delà du Sénégal de tous les Africains. Et c'est un honneur, je pense d'abord pour le docteur Atouassi et pour tout le monde qui soit ici et qu'il prenne le temps, même si c'est pour quelques minutes, de délivrer un message. Ensuite, nous donnerons la parole à Mamgone Faye, donc qui est critique littéraire, donc qui nous donnera son avis technique, son commentaire. Je ne sais pas quelles sont vos relations entre Atouassi et Mamgone, mais j'espère que vous n'êtes pas trop copines parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un biais. J'aimerais bien entendre un avis technique de la critique littéraire, pas la copine
la porte là, la sœur là qui vient dire ah, ma sœur c'est bien fait, c'est parfait. Voilà, et c'est ce qu'on a prévu. Après, j'aurai peut-être quelques minutes pour dire ce que je pense du livre. Le public aussi aura droit à, n'est-ce pas, des messages, bien même des questions sur le livre, ou des messages de soutien, de félicitations. Et, ah oui, après, Mme Gone, c'est l'auteur, c'est donc Dr Atoissi elle-même qui prendra la parole pour quelques minutes. Bien sûr, il ne s'agit pas qu'elle vous relise le livre, parce que vous devez découvrir le livre, donc elle a juste des messages à donner par rapport à son livre. Et c'est après cela que je pourrais donner quelques messages moi-même, ou bien peut-être à la fin, après le public, n'est-ce pas, sur l'ouvrage. Et ensuite, ce sera le temps de la dédicace. Donc, j'espère que tout le monde va acheter le livre. C'est vraiment pas cher. Donc, il ne faut pas se suffire de dire oui, c'est un très bon livre et de partir les mains vides. Je pense qu'il faut que chacun et chacune achète le livre et se fasse dédicacer aujourd'hui, ou bien une prochaine fois, mais en tout cas, si c'est possible déjà aujourd'hui. Donc voilà. De suite, je donne la parole à Bachir pour les mots de bienvenue de Harmattan. Je voudrais tout simplement, au nom du docteur Diallo, qui certainement d'un moment à l'autre sera là pour assister à la cérémonie de présentation de l'ouvrage de Farida Atoissi, docteur Farida Atoissi, c'est important, dire tout le bonheur que nous avons de vous recevoir ici pour la présentation de l'ouvrage que je viens de citer tout à l'heure. Commencer tout simplement par remercier particulièrement Monsieur le ministre, professeur Hamidou Kane, parce que tout simplement pour l'accompagnement que vous continuez à faire. Je crois qu'il y a actuellement, en tout cas, un certain nombre d'auteurs de Harmattan qui ont eu une préface de vous, et je crois que quand on a la chance d'avoir la préface de l'homme qui a écrit un ouvrage immortel aujourd'hui, des ouvrages immortels, je vais dire, dont l'aventure ambiguë qui est enseignée jusqu'aux Comores, je crois que les Comoriens vont confirmer peut-être, un peu partout dans le monde, et certainement aussi le gardien du temple. Et je crois que cela, dès qu'on l'a, c'est une bonne chose, et cette manifestation aussi ne peut être que littéraire, parce qu'en dehors de lui, nous avons Imam Kanté qui est également un auteur, un écrivain, un conférencier qui a écrit beaucoup d'ouvrages. Certainement, ce n'est pas aujourd'hui le moment de parler de ses ouvrages, mais aussi Mame Gone Faye, qui est, comme le professeur Oualiba le disait dans un article, il disait « La poésie sénégalaise tient enfin son étoile, étoile de la poésie sénégalaise, une découverte, et je crois qu'elle est auteure de recueils extrêmement succulents, épave onirique, mais également un autre recueil qu'elle appelle Effluve délétère. Mesdames et messieurs, je voudrais remercier Farida Atoissi pour le choix fait au niveau de la maison d'édition L'Harmattan Sénégal. Il y a plusieurs éditeurs, elle a décidé de s'adresser à L'Harmattan Sénégal, et nous également, en voyant son texte, nous avons immédiatement vu que nous avions affaire à un auteur ou une auteure, si vous le voulez, magnifique, en pleine possession de sa pensée, de sa capacité, de ses compétences, et qui est en mesure donc de donner vie à sa pensée, à son imagination. Donc cet ouvrage-là, tout simplement, en le lisant, ça nous rappelle tout simplement la leçon fondamentale que Nietzsche donnait quelque part dans, je crois que le crépuscule des immortels, des idoles, autant pour moi, le crépuscule des idoles, quand il dit, tout à fait déjà au début, il parle de tout ce qui ne me tue pas me rend plus fort. Et donc, cette histoire, ce récit que Farida Atoissi nous ramène, nous montre encore une fois que malgré les vicissitudes de la vie, malgré les critiques, malgré ce que l'on pense de nous, le dogmatisme qui pousse les gens à croire que ce qu'ils pensent de vous est la réalité, donc tout cela est véritablement un problème. Mais quand ça ne nous tue pas et qu'on est convaincu de ce que l'on fait, de ce que l'on vit, immédiatement, ça nous permet de vivre cela avec beaucoup de bonheur. Et cet ouvrage-là, donc, est un ouvrage que nous recommandons beaucoup à ceux qui sont là. Je ne vais pas tirer en longueur en espérant que M. Diallo passera certainement pour également rajouter quelques mots. Merci, Imam. Comme à l'accoutumée d'une éloquence humble, qui dit l'essentiel, qui n'oublie pas ce qu'il ne faut pas oublier. Et je crois qu'il a tout dit sur le fait que Harmattan soit vraiment à la disposition des écrivains en général, mais surtout des jeunes femmes, des jeunes hommes qui
veulent effectivement s'exercer à l'écriture et partager, n'est-ce pas, des idées, des messages avec les lecteurs. Alors, je voudrais donc sans tarder donner la parole au professeur Moustapha Ndiaye, qui au passage va se présenter et aussi nous dire vraiment quel genre de relation il a avec le docteur Atoissi, bref, le message qu'il veut donner au public. Vous avez la parole, professeur Moustapha Ndiaye. Modérateur. Lorsque tout à l'heure, on m'a demandé de parler de Farida, parce que pour moi c'est Farida, j'ai dit spontanément oui. Mais après, en y réfléchissant, je me dis qu'il y a peut-être d'autres personnes dans cette salle qui sont plus habilitées à parler d'elle, peut-être parce que la connaissent mieux que moi. Je l'ai rencontrée comme étudiante, je fus son directeur de thèse, je retiens le souvenir d'une personne, d'une étudiante studieuse, accrocheuse et surtout très ambitieuse. En ce temps déjà, j'avais constaté, contrairement à ce que l'on voit actuellement, qu'elle avait une bonne plume, une plume soignée. Mais je ne savais pas qu'elle avait des talents littéraires. Je n'ai pas encore lu le livre. J'espère le découvrir avec beaucoup de joie et beaucoup de satisfaction. Lorsque mon début de semaine est passé pour me demander, pour me voir, j'étais en pleine consultation. Je pensais qu'elle voulait me parler de carrière médicale encore. J'ai été surpris le soir en me couchant, en recevant un SMS où elle me disait qu'elle avait écrit un livre et qu'elle allait le présenter. Je dois simplement dire, Farida, je suis fier de toi. Ce n'est pas la première fois que je le dis, c'est une occasion encore pour dire que je suis fier de toi. Parce que, au-delà du livre, tu montres une fois encore que tu es une personne qui a de l'ambition, tu es une personne qui a une ouverture d'esprit. Et je pense que le plus difficile, c'est de vouloir. Et vous voulez. Et comme vous voulez, je suis convaincu que vous irez le plus loin possible. Parce que vous en avez l'ambition, vous en avez les compétences, vous en avez surtout le rêve. Voilà, c'est Imam Makhtar Kanté, les quelques mots que je voudrais dire à l'endroit de Farida. Et j'espère découvrir comme la plupart d'entre vous ce livre et l'apprécier à sa juste valeur. Merci. Je vous côtoie de loin et je vous vois souvent dans des activités, dans les médias, etc. Et j'avais ce point de vue-là que je me disais, ce monsieur semble être quelqu'un quand même d'assez très dynamique et aussi quelqu'un de très humain quand je vois vos activités, vos prises de parole. Et je pense qu'on a la preuve de ça et que c'est pas par hasard de ce que j'ai compris déjà de la personnalité du docteur Atoissi à travers ce que j'ai lu. Forcément, il y a quelque chose qui transparaît de sa personnalité. Je me suis dit que c'est pas forcément avec n'importe quelle personne qu'elle peut avoir des relations sincères et stables. Donc, je suis sûr que quelque part, il y a un répondant chez vous qui a intéressé le docteur Atoissi pour qu'elle puisse avoir confiance en vous. Et ce que vous venez de dire aussi montre que vous êtes vraiment un homme qui a fait preuve d'humanité, de fraternité, n'est-ce pas, au-delà des aspects pédagogiques, d'enseignement, etc., vis-à-vis du docteur Atoissi. Et on prie pour que, n'est-ce pas, cette fraternité-là puisse perdurer le plus longtemps possible. Et sur ce, donc, je voudrais donner la parole au doyen, au ministre Cheikh Hamidou Kane, pour les messages qu'il veut donner. Et comme vous le savez, tout le monde comprendra qu'il ne pourrait peut-être pas rester très longtemps avec nous, mais quand même, on voudrait savourer sa voix et entendre ses messages. Professeur Mamoudou Faye, cher Farida, je m'excuse, je trouve que j'ai des
problèmes de santé qui ne me permettent pas de rester très longtemps assis. Et je ne voudrais pas perturber l'ordre de cette cérémonie en me mettant à la table où on m'avait prévu. Je ne suis pas sûr de pouvoir rester jusqu'au bout. Ceci dit, je voudrais, ce que j'avais à dire sur la qualité du livre de Farida Atouazi, je l'ai dit dans la préface que j'ai formulée de ce livre. Il y a une ou deux autres choses que je voudrais ajouter. J'ai été étudiant dans ce qui est devenu aujourd'hui l'université Cheikh Anta Diop, qui à l'époque s'appelait l'Institut des hautes études de Dakar, en 1950. Et j'ai gardé le souvenir d'un lieu de rencontre d'étudiants venus de toute l'Afrique francophone. Et j'ai gardé de cette période un souvenir très chaleureux des liens qui existaient entre les Africains provenant de toutes les anciennes colonies de la France de l'époque. Il avait commencé à se développer ici, au Sénégal, un esprit d'entente et d'unité entre les Africains. Une ambition commune pour les Africains, par-delà les colonies que nous étions à l'époque. Déjà une ambition de forger un futur commun à l'Afrique par tous ceux qui venaient des différents territoires de l'époque. L'université de Dakar, l'Institut de hautes études d'abord et l'université ensuite, a été un creuset de l'unité du continent africain, dans une certaine mesure. Il n'est pas étonnant que cette université aujourd'hui porte le nom de Cheikh Anta Diop, qui a beaucoup insisté sur l'unité culturelle du monde noir de l'Afrique. Ceci, c'est un des soubassements sur lesquels on doit pouvoir se fonder pour l'avenir du continent africain. Je me réjouis du rôle que l'université de Dakar a joué dans le passé sur ce plan. Une deuxième observation concerne le regard amical, affectueux, que Farida, et si je comprends bien également son père, porte sur notre pays, le Sénégal. La description qu'elle fait de ses relations et des relations de son père avec le Sénégal, sa famille, sa culture, un des éléments attrayants de ce livre. Ceci est une des raisons, une des choses qui m'ont le plus attiré dans la lecture de ce livre de Farida. En troisième lieu, je voudrais dire la qualité du style de Farida. Le fait qu'elle ne soit pas une littéraire de formation, mais qu'elle soit un médecin, une scientifique, augmente encore son mérite. Je suis d'ailleurs frappé, ces temps derniers, en voyant par exemple le palmarès des
du concours général, du fait que les étudiants africains et sénégalais en particulier, qui font des études scientifiques, mathématiques, se trouvent aussi en même temps être des personnes qui ont le goût de l'écriture, de l'écrit et de la littérature. C'est une bonne évolution dont il faut se féliciter, qu'il faut encourager. Farida a laissé dans l'ombre les causes, les circonstances et l'origine de sa prise de voile. Il n'y a rien dans la description qu'elle fait de sa famille, de son origine, qui explique cette décision de prise de voile. En tout cas, on ne peut pas manquer d'être impressionné par ce qu'on aperçoit à travers la lecture de ce livre, de la foi religieuse de Farida. Voilà, ce sont les quelques mots que je voulais prononcer en félicitant à nouveau Farida et en l'encourageant à poursuivre son travail d'écriture, en même temps que son travail de médecin au service des populations et des populations africaines. Merci beaucoup. À notre cher doyen, le ministre Cheikh Hamidou Kane, je pense qu'il a résumé comme tout le monde s'y attendait, qui a traversé aussi bien l'ouvrage que les enjeux culturels qu'il y avait depuis sa génération pour que les Africains puissent s'unir sur des bases communes, n'est-ce pas? En quelques minutes, donc, il nous a rappelé tous ces enjeux et, n'est-ce pas, dit ce qu'il pensait aussi de l'ouvrage, féliciter et encourager le docteur Atouassi et parler même aussi de son engagement religieux qui apparaît, on pourrait le dire, par son port vestimentaire sur lequel elle a beaucoup insisté d'ailleurs dans son ouvrage. Et je crois que le message principal de notre cher doyen Cheikh Hamidou Kane, c'est, je pense, un message de tolérance, d'ouverture d'esprit et d'une symbiose intelligente entre tous ces apports, entre la tradition africaine, autochtone, mais aussi cette nécessité de s'ouvrir à d'autres apports. Et je pense que c'est ce qui pourra, je crois, qui pourra assurer un avenir harmonieux pour l'Afrique. N'est-ce pas? C'est cette ouverture à tous ces apports et avoir l'intelligence de pouvoir les combiner de la façon la meilleure possible. Voilà, donc, merci, doyen Cheikh Hamidou Kane. Je voudrais maintenant vous dire que le directeur Diallo est venu de Harmattan. Donc, s'il veut prendre la parole pour donner un message, c'est l'occasion de le faire. Mais je voudrais quand même saluer tonton Cheikh, le ministre Cheikh Hamidou Kane, m'honorer encore une fois de l'avoir bien évidemment avec nous, saluer les membres du Présidium, Imam Ahmad Kanté, le professeur Ndiaye, Mme Goné et surtout notre cher auteur, le docteur Atouassi. Saluer et souhaiter bien évidemment la bienvenue à tous ceux et à toutes celles qui ont pris de leur temps pour être avec le docteur Atouassi cet après-midi. Que dire du docteur Atouassi ou de son livre pour
le contenu du livre, je laisserai le soin à Mamgone quand même de revenir là-dessus. Mais je voudrais surtout souligner quand même la dimension engagée, c'est le terme que je cherchais, du docteur Atouassi. Pourquoi? Parce que le livre que nous lançons aujourd'hui est un livre qui est paru quand même depuis, je crois, 2 ans, au moment où elle était encore à Dakar avant de repartir à Moroni. Et depuis que le livre est paru, le docteur Atouassi est revenu souvent accompagné de livres. Pourquoi? Parce que j'ai l'habitude de le dire, pour un jeune auteur, c'est d'abord lui l'auteur qui porte son ouvrage. Et je veux dire aujourd'hui, un auteur qui vient de publier un ouvrage, c'est d'abord lui, le promoteur, à côté bien évidemment de tout le travail que l'éditeur fait. Mais généralement les gens, quand c'est un premier livre d'un auteur qui n'est pas encore connu, les gens ne vont pas acheter le livre pour ce qu'il est, ne vont pas lire le livre pour ce qu'il est, mais ils liront le livre parce que c'est elle qui a écrit le livre. Aujourd'hui, contrairement par exemple, vous pouvez aller au Japon ou vous pouvez aller en Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'aventure ambiguë traduite dans cette langue, personne ne sait qui est Cheikh Hamidou Kane à part ce qu'ils en ont lu sur sa biographie. Mais le travail a été fait, pourquoi? Parce que le livre de l'aventure ambiguë, c'est-à-dire l'aventure ambiguë, c'est l'aventure ambiguë. Maintenant, quand c'est un jeune auteur qui écrit, il y a tout un travail de promotion. Je reviens sur ça, pourquoi? Parce que le docteur Atouassi a suivi toutes ces étapes, que ce soit ici à Dakar, que ce soit depuis Paris, et on a eu beaucoup d'échanges entre elle et moi et nos collègues de Paris. On s'est toujours débrouillé, il faut que le livre soit toujours disponible. Même si les librairies de Moroni ne l'ont pas commandé, elle a mis du sien, en travaillant bien évidemment avec nous et avec ma collègue surtout de Paris. Vous trouvez quelqu'un qui quitte Moroni pour aller à Paris, qui doit repartir, est-ce qu'il ne peut pas ramener quelques exemplaires? Et c'est cette dimension de l'engagement de l'auteur que je voulais souligner, et puis le dire en mon nom propre et au nom de toute l'équipe de l'Harmattan, tout le plaisir que nous avons eu à travailler avec elle. Elle a par exemple, elle est venue en vacances, elle aurait pu, mais en fait elle a pris prétexte sur ses congés pour venir relancer la promotion de son ouvrage. Et s'il y a des zones auteurs dans le public, je les invite quand même à bien évidemment suivre c'est-à-dire l'exemple du docteur Atouassi. Mais et puis aussi je parlais d'engagement, l'imam Ahmed Kanté en a parlé tout à l'heure. De tous les échanges qu'on a eus, on sent que c'est une personne, et d'ailleurs le choix du métier qui est le sien, je veux dire, est une preuve, si besoin en était, de prouver cet engagement de l'auteur. Et en cela, docteur, quand même, je tenais, je suis malade comme vous le constatez, mais je tenais coûte que coûte à être là pour vous témoigner tout mon respect, toute mon affection aussi, et souhaiter que d'autres livres suivent à celui-là, et vous dire que mon équipe et moi, nous vous serons toujours à côté de vous pour pouvoir rendre disponible, si vous avez d'autres choses à publier bien évidemment, et surtout accompagner cet ouvrage. Et espérons que le séjour va se continuer bien, et recevez mes excuses quand même. Voilà. Merci. Pour ces encouragements, aussi pour tous ces éléments, je dirais techniques, que vous avez pensé pour dire à tout le monde que vous pouvez être accueilli dans le monde de l'écriture, de la littérature, n'est-ce pas? Vous pouvez être écrivain si vous le voulez. Il suffit juste d'être tenace, d'être endurant, n'est-ce pas? Et voilà, d'être ouvert d'esprit, de parler avec les gens du milieu de l'écriture pour produire, n'est-ce pas, un ouvrage, comme l'a dit notre cher doyen tout à l'heure. Docteur Atouassi est médecin, mais quand même on voit son style est limpide, facile à lire. Donc si vous avez la volonté de le faire, vous pouvez le faire, et vous trouverez en tout cas au sein de l'équipe Harmattan des conseils et un accompagnement à cette fin.
Merci pour ces mots, monsieur le directeur Diallo. Donc, je voudrais maintenant donner la parole à Mme Ngoné Faye, donc pour nous donner son avis. J'ai tout à l'heure essayé de la taquiner et de taquiner aussi le docteur Atouassi en disant, ben, je l'ai dit, docteur, vous n'étiez pas encore là, j'ai dit, ben, je ne sais pas quel type de relation elles ont. J'espère que ce n'est pas des copines qui vont venir là et après elle va dire, c'est ma copine, tout est bien fait, bien écrit. Mais là, elle est ici comme critique littéraire. Hein? Mais ce n'est pas aussi pour faire peur au public, pour dire, ah, critique littéraire, dans le sens critique, vraiment le sens professionnel, voilà. Donc, mais quand même, dites-nous vraiment des choses qui vont faites-nous rêver sur le livre, dites-nous des choses que des gens comme moi ne peuvent pas dire du livre. Hein? Voilà, donc je vous donne la parole pour une dizaine de minutes, n'est-ce pas, pour que vous nous donniez votre message. Mme Ngoné Faye, vous avez la parole. Bonsoir à tous. Bonsoir. Merci. On va dire un rebonsoir. Merci à tous d'avoir fait le déplacement, ce qui n'était pas facile, n'est-ce pas? Et parce qu'on a toujours quelque chose à faire et quand on se déplace, c'est vraiment par affection pour la personne ou parce qu'on croit en cette personne et qu'on a envie de l'accompagner. Et pour ça, je tenais à vous remercier. Monsieur le doyen, cher Hamidou Kane, cher imam, chers intervenants, bonsoir encore. Bonsoir. Alors, vous me taquiniez tout à l'heure, imam. Je ne peux pas dire autre chose que vous n'ayez aperçu ou vu du livre ou que vous ne pourriez dire. Pourquoi? Il se cache, mais lui aussi c'est un très très bon critique littéraire. Alors, vous voulez savoir les relations que nous entretenons, le docteur Farida Atouassi et moi? On va dire c'est des relations amicales, courtoises. Mais bien sûr, cela n'empêche pas que mon avis, je le donnerai avec toute l'objectivité possible. Nous nous sommes rencontrés il y a une quinzaine de jours, ici à l'Armator, et c'est Sengan qui nous a mis en relation. Alors déjà, je voulais la remercier d'avoir porté son choix sur moi. Elle ne me connaît pas, mais elle a cru au jugement de Sengan, ce qui n'est pas trop évident. Merci. Alors, Imam Kanté parlait tout à l'heure du fait de lire, d'acheter, parce que non seulement il n'est pas cher, première des choses, mais encore c'est un livre qui comporte quoi? Un peu plus de 80 pages. 80 pages quand même, c'est facile à lire. Même si vous êtes allergique aux livres, pour la plupart d'entre vous, on le sait, n'est-ce pas? Cette génération-là, no comment. Alors, c'est la génération SMS, WhatsApp, Snapchat, etc. Mais on espère qu'il y a de l'espoir quand même. Ça peut changer, ça peut changer. Alors, ça se lit facilement. Non seulement c'est un peu plus de 80 pages, je le disais tout à l'heure, mais aussi c'est facile parce que la lecture, elle est fluide. Pourquoi la lecture, elle est fluide? Notamment grâce au style de l'auteur. C'est un style qui est tout simple, avec un langage très accessible, mais il a réussi une chose. Tout le monde peut écrire, mais tout le monde ne sait pas écrire. Réussir une chose veut dire quoi? On peut écrire ce que l'on pense. On peut partager ses émotions, son expérience, mais peut-être que le lecteur ne peut pas sentir, ne peut pas ressentir ce que vous êtes en train de dire. Et elle a réussi à captiver l'attention du lecteur. Et ça, c'est le style qui fait ça. Nous ne sommes que le résultat de nos lectures, je le dis souvent, que le résultat de nos expériences, mais elle a su, avec des mots tout simples, nous faire transporter dans son monde et, comme le disait M. Colli tout à l'heure, donner vie au personnage de ce récit. Et pour ça, je lui tire, pas mon chapeau, mais mon voile. Alors, et je le disais, le style, il est sans lourdeur ni fioriture. Je choisis personnellement ce soir de vous parler du contenu du livre. Alors, et moi personnellement, je trouve que le texte, il commence avec son titre.
Le titre, bien sûr, qui fait référence au voile. Vous le savez mieux que moi, le voile, il comporte une bonne dose de mystère. On a envie de savoir qui se cache derrière ou qu'est-ce qui se trouve derrière. Et Farida, il vient nous dire que ce voile, il est associé au bonheur. Et vous le savez mieux que moi que le chemin du bonheur, il n'est pas facile, il est parsemé d'embûches. On le sait, la vie, ce n'est pas une boîte de chocolat, on le dit souvent. C'est un mélange de miel et de fiel. Mais elle, pour accéder à son bonheur, il y a eu des choses qui se sont passées. Elle a vécu, elle a subi des expériences. Et ce sont ces expériences-là qui ont forgé la femme qu'elle est devenue actuellement. Et donc, riche de ces expériences, elle a décidé de les partager avec nous. Ses amis, sa famille, les lecteurs de tous bords. Il y a quelque chose que j'ai aimé. C'est quoi? Et ça, c'est rare. C'est que de la première ligne à la dernière, le fil conducteur, il est clair. Elle n'a pas dévié de son fil conducteur. Ce fil conducteur, c'est quoi? Ce sont les valeurs universelles auxquelles elle croit, auxquelles elle tient. Et elle a eu toujours ça en ligne de mire. Elle n'est jamais descendue de ce train-là. Donc, elle a suivi ce fil. Le texte, il aborde plusieurs thèmes. Des thèmes qui sont très éclectiques, mais qui se recoupent. Qui se recoupent en une chose très claire, parce qu'elle savait où elle voulait aller. Et finalement, les thèmes abordés, les thématiques, les messages, c'est devenu finalement des leçons de vie. Car ces thématiques sont des leçons de vie. Et ces leçons ont trait notamment à la foi, aux préjugés, au poids de la culture et de la tradition, mais aussi à la liberté. Les 3 premières leçons de vie que je viens de citer, alors je répète, la répétition elle est pédagogique. La foi, les préjugés, le poids de la culture et de la tradition, elles sont liées. Rien ne peut aller sans l'autre. Et tous ces 3 encore, ils portent le sceau de quoi? De la liberté. Ils sont cachetés du sceau de la liberté. Comment? Nous allons le voir dans quelques instants, Inch'Allah. Alors, que ce soit en filigrane, ou par des mots à peine voilés, le docteur Farida Atouassi nous parle de la foi. Alors déjà, pour ceux qui ne l'ont pas lu, ce livre, il retrace son parcours. Son parcours quand elle a quitté les Comores natales, n'est-ce pas, son pays natal, après le baccalauréat pour venir ici au Sénégal, son pays d'adoption, son pays de cœur. Et je vous ai dit que ce soit en filigrane ou par des mots très clairs, cela parle de la foi. On le dit, Allah, il guide qui il veut dans la voie droite. Et Allah lui a fait don, parce que c'est un don que tout le monde ne reçoit pas, lui a fait don de goûter aux délices que la foi procure. Et en goûtant à cette foi-là, c'est ça qui lui a permis de voir les choses, le monde sous un angle différent. C'est ça qui lui a permis d'évoluer dans le bon sens du terme. Je parle sous le contrôle de Imam Kanté, il ne faut pas que je raconte de bêtises. La foi, déjà, c'est ce lien avec notre Créateur, elle est d'abord intérieure. Mais malheureusement, il y a des personnes qui ne se focalisent que sur l'aspect extérieur. Quand on goûte à la foi, ça va souvent avec des épreuves. Et les épreuves, d'habitude, je viens d'en parler, c'est par rapport aux vêtements extérieurs, à l'aspect extérieur, ou parfois c'est la généralisation d'expériences négatives. Premier message que l'on veut faire passer, mon aspect extérieur ne me définit pas. Ce voile que je porte, parce que finalement tout est une question de voile, ne saurait définir qui je suis
réellement. Si vous voulez, comment dire, me stigmatiser, m'étiqueter à travers lui, vous vous trompez. Pourquoi? Parce que, encore une fois, ce n'est qu'une supposition. Vous supposez que je suis comme ça. Et que comme toute supposition, ça peut être vrai, comme ça peut être faux. On le dit, l'habit ne fait pas le moine. Et Farida, en décidant de porter le voile, en décidant de s'habiller beaucoup plus amplement, elle a été victime, elle comme des millions de sœurs dans le monde, de stigmatisation, de préjugés, de jugement de valeur. Le débat, vous le savez mieux que moi, ça passionne tout le monde, et même dans les pays majoritairement musulmans. Pourquoi, encore une fois, les clichés qui sont absurdes, la discrimination, mais encore c'est des déductions toutes simplistes qui ne veulent rien dire du tout. Et c'est souvent lié à quoi? À l'incompréhension ou à la peur. Et ça, je viens de le dire, malheureusement, c'est aussi valable pour les pays majoritairement musulmans. Quand elle a décidé de s'habiller comme bon lui semblait, elle a été stigmatisée. Et ça nous renvoie aussi à une chose, nous sommes qui pour dire que la piété, elle doit être visible? Nous sommes qui pour dire j'identifie telle personne à cause de son aspect extérieur? Je le disais il y a quelques instants, c'est dû à l'incompréhension, à la peur, mais surtout à ce que j'appelle un dangereux cancer, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance. Et elle, en portant ce voile-là, il y a eu ce retour négatif de personnes. On l'a étiquetée. Elle est devenue une intégriste, parce qu'on l'a traitée d'intégriste. Et on oublie encore une autre chose, ce n'est pas que je sois musulmane, que je sois chrétienne, bouddhiste, juive, etc. Il faut arrêter de généraliser. Ce n'est pas parce que moi, telle personne, j'ai décidé de faire ça, j'ai décidé de me comporter de cette façon, que des personnes qui sont de la même race que moi, qui sont de la même religion que moi, qui sont de la même trempe que moi, pensent ou font la même chose. Non. La généralisation d'expériences négatives est encore, c'est presque au même niveau que l'ignorance en fait. Les personnes diffèrent. Et elle a été stigmatisée par rapport à ça, mais elle a eu foi en son créateur et elle a avancé. Bien sûr, je n'entrerai pas dans les détails, je vous laisse le soin de découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. Mais la question du voile et de ses ramifications, ça n'a pas été le seul problème, non. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le mariage. Qu'est-ce qui se passe? Alors, quand l'auteur a décidé, maintenant, d'unir sa vie à sa moitié, avec sa moitié, son Ali, comme elle l'appelle dans le livre. Quelqu'un qui partage la même vision qu'elle, quelqu'un qui a les mêmes préoccupations qu'elle, sa moitié. Peu importe son appartenance culturelle. Et ça a été un problème, encore plus, parce que la personne, elle est une étrangère. C'est un étranger. Étranger pas dans le sens de quelqu'un qui est dans le même, quelqu'un qui n'est pas du même pays qu'elle, mais quelqu'un qui ne vient pas du même village qu'elle. Et c'est là que le poids des traditions entre en jeu. Non seulement elle décide d'unir sa vie avec la personne qu'elle pense que c'est mieux, que cette personne elle est mieux pour elle, mais en plus elle décide de tourner le dos à ce qu'on appelle le grand mariage. Toutes ces festivités-là. Et en le décidant, elle a coupé court à un lien qui, du point de vue extérieur, l'unit avec sa famille, l'unit à sa culture. Encore une fois, je n'entre pas dans les détails, mais elle nous dit en filigrane un message très important. Et ça aussi, ça doit nous inciter à réfléchir. Parce que dans cette séquence-là, elle dépeint crûment les tares,
de la société africaine, mais celle comorienne en particulier. Et elle nous dit en filigrane, il y a une chose que nous faisons, on ne s'en rend pas compte, mais qu'il ne faut pas faire. Et c'est quoi? C'est de ne pas faire les choses en fonction de ce que l'on souhaite, mais en fonction de ce que les autres pensent de nous, ou de ce que les autres disent de nous. Et malheureusement, à cause de ce que l'on appelle les ombres sociales, la pression sociale, on se dénature. Pourquoi? Parce qu'on est conditionné par le regard des autres. Et il y a une chose que l'on oublie, surtout dans les sociétés africaines, c'est que je dise une chose ou que je ne la dise pas, les autres, ils vont toujours parler. Que je fasse les choses ou que je ne les fasse pas, ils vont toujours parler. Et nous sommes devenus une société du paraître, en oubliant l'être qui nous sommes réellement. Tout ce qui nous intéresse, c'est qu'est-ce que l'autre va dire de moi, qu'est-ce que l'autre va penser de moi. Alors qu'on oublie une chose importante, à quoi ça sert de plaire aux créatures si on n'a pas l'agrément du Créateur? Et ça, on l'oublie souvent. Ok, si je décide de ne pas faire telle chose, telle personne va penser ça de moi. Si je décide de ne pas me marier avec cette personne qui n'est pas de la même contrée que moi, qui n'est pas de la même race que moi, et si je décide de ne pas faire de grandes festivités qui, en passant, ne sont que gaspillage inutile, etc., etc., on va dire ça de moi, et là, je suis bon pour être lynché publiquement parce que c'est la fin de ma vie sociale. Pourquoi? On va me traiter de tous les noms d'oiseaux, on va me lyncher. Et moi donc, qu'est-ce que je fais? Je choisis de me taire ou de laisser passer. Et finalement, la foi, les préjugés, le poids de la tradition, le poids de la culture nous renvoient au dernier point. Et finalement, si tout n'était qu'une question de liberté? Parce qu'au-delà de la légitimité religieuse, il y a notre liberté individuelle. Ce n'est pas à vous de me juger, seul Dieu peut me juger. Et si moi j'ai des principes, si moi j'ai des valeurs, si moi je pense que telle chose doit se passer comme ça, laissez-moi la liberté de le faire, même si je dois me casser les aloubas. Et en décidant, parce que c'est dur, d'affronter sa famille, d'affronter son pays, d'affronter ses amis, ces personnes qui comptent pour nous, en décidant de leur faire face, c'est laisser aussi une part de soi. Mais quand on laisse cette part de soi, on sait qu'il y a quelque chose de meilleur qui vient après. Et donc, cette liberté-là, ce n'est pas lié à mon voile, n'est pas lié au choix que je fais, mais c'est lié à quoi? À ce en quoi je crois fortement. Et ce sont les principaux messages qu'elle a voulu faire passer. Elle s'est battue pour obtenir ce qu'elle veut. Elle s'est battue pour ses principes. Elle a finalement gagné. Et ça, on ne peut pas en dire autant de nos frères ou de nos sœurs qui vivent la même situation ou qui vivent pire. Et c'est tout l'intérêt de ce livre. Ce livre, c'est un chant de la liberté. Ce livre, c'est un viatique. C'est comme un ami qui, dans les moments les plus difficiles, nous tend la main et nous prend dans ses bras et nous dit une chose. Peu importe les obstacles sur ton chemin, si toi tu y crois, si tu as foi en ton Créateur, si tu te bats pour ce en quoi tu crois, tu triompheras. Et c'est pourquoi je vous incite à le lire, parce que ce sont des leçons de vie dont on a besoin. Elle pouvait bien vivre ce qu'elle a vécu et le garder pour elle. Mais le fait qu'elle ait tenu à partager ses expériences nous parle non seulement de sa générosité, mais du fait qu'elle ait envie d'être un élément déclencheur, un éveilleur de conscience. Pour nous dire quoi? On le sait, après la pluie, le beau temps, n'est-ce pas? Mais tant qu'on ne fera pas les efforts pour atteindre nos objectifs, ça ne marchera pas.
Et on le sait, peu importe le temps, il y a une chose qui est sûre, les efforts sont toujours récompensés. On le dit, l'effort est toujours récompensé. Et je remercie enfin Dr Farida Atoissi pour avoir bien voulu entrouvert pour nous un pan de son voile. Merci. Super. Les applaudissements le montrent. Je crois que vraiment c'est... moi-même c'est la première fois que j'assiste à votre prestation en tant que chronique littéraire et j'en suis très fier et satisfait. Et je crois que ça a ajouté à la bonne ambiance. J'ai suivi de près et ce que vous avez dit, je pense, ne devrait pas pousser les gens à ne pas lire et acheter le livre. C'est trop facile de dire « Ah oui, j'ai compris ce qu'il a dit, c'est vrai ». Mais quand même, il y a toujours des choses entre les lignes que chaque personne doit comprendre elle-même à partir de sa propre lecture. Parce qu'elle vient de donner sa propre lecture, mais bien sûr avec des éléments techniques un peu sur le style et tout. Donc je crois que là, donc, le petit soupçon que je pouvais avoir maintenant, je le mets de côté. Je crois qu'il n'y a pas de problème. Pas de copinage. Voilà, il n'y a pas de copinage. Et surtout que vous êtes connu il y a 15 jours. Donc vous n'avez pas eu le temps de tisser le copinage féminin qu'on connaît. Donc voilà. Et donc voilà, je crois que c'est formidable. Et alors, moi, ce que vous avez dit, ce que tu as dit, Goné, effectivement, sous le voile du bonheur, tout ça, moi, je me suis dit, le docteur Atoissi pouvait aussi intituler son livre Libre et heureux sous le voile. Libre et heureux sous le voile. Parce qu'effectivement, quand on regarde l'ouvrage de très près, quelque part, c'est la grande question que vous avez soulevée, c'est la question de la liberté et du bonheur. Est-ce que c'est compatible avec, est-ce que le voile est compatible avec la liberté et le bonheur? Je crois que c'est ce que vous avez essayé de dire, et vous le dites à partir de votre propre parcours, et ça c'est très important, peut-être que je reviendrai sur ça, cet aspect qui m'intéresse personnellement, c'est que cette question-là de cette compétition de symbolique traditionnelle, de valeurs musulmanes, de valeurs culturelles africaines, de modernité, quelque part, c'est la question de, concrètement, comment tout cela impacte sur la vie d'une personne concrète. Parce que tant qu'on parle des valeurs, etc., moi je me dis toujours, il faut voir qui incarne ces valeurs, qu'est-ce que ça donne. Qu'est-ce que ça donne? Il n'y a pas longtemps, il y a un intellectuel sénégalais qui parlait de la perte des valeurs au Sénégal. On dit, oui, il n'y a plus de Kersa, il n'y a plus de Djom. Bon, pour peut-être nos amis comoriens, bien d'autres qui ne sont pas sénégalais, Kersa, c'est la pudeur. Mais vraiment la pudeur au sens de, par exemple, avoir honte de mentir, etc. C'est pas juste la pudeur, je veux rien voir, je ne regarde personne, etc. Donc, on dit maintenant, il n'y a plus de pudeur dans ce pays, il n'y a plus de Djom, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'endurance, les gens sont fainéants, lâches, ils démissionnent rapidement, j'en peux plus, etc. Il n'y a plus de... etc. etc. Gore, quelqu'un de digne, etc. Et après, quelqu'un lui a répondu, et j'ai trouvé que la réponse était très, très pertinente. Il a dit, mais ces valeurs-là, elles ont toujours été là, elles seront toujours là. Le problème, c'est des personnes qui les incarnent. C'est ça qu'on ne voit plus. Il faut qu'il y ait des personnes exemplaires, n'est-ce pas, qui incarnent ces valeurs, qui ont pris des positions, qui incarnent la valeur de Djom, de Gore, etc. Mais ici, on nous parle de ces valeurs-là, et quand on voit les adultes, surtout les aînés, que les jeunes devraient prendre comme exemple, qui eux n'hésitent pas à mentir, à prendre l'argent public, hein, à wahwahet, etc. Alors, on peut parler des millions d'années de ces valeurs, mais les jeunes ne pourront pas s'identifier, parce qu'il faut des personnes concrètes qui incarnent cela. Et c'est là où je vois ce qu'elle dit de cette question du voile et du bonheur, et toutes les péripéties qu'elle a rencontrées. Moi, c'est ça qui m'a intéressé personnellement, en me disant, elle a fait descendre cette question-là dans sa vie concrète, pour que les gens puissent dire comment cet attachement au regard social, au regard de l'autre, etc., comment ça peut impacter concrètement sur la vie d'une personne et sur la vie de cet auteur en particulier. Chacun d'entre nous pourrait effectivement, peut-être effectivement dire comment ça a impacté, mais c'est elle qui a quand même écrit son livre, et donc on parle de son propre parcours. Donc merci Ngoné pour nous avoir fait comprendre encore la substance de ce livre. Heureusement que tu es là, sinon ça pourrait être un peu plus nébuleux. Alors félicitations et bonne continuation. Alors, donc maintenant, si on essaie de suivre toujours notre planning, je voudrais donner la parole à l'auteur
n'est-ce pas, elle-même, docteur Farida Atouassi, mais encore pour dire au docteur que la règle, justement, veut que vous n'essayez pas d'expliquer le livre. Hein? C'est le rôle de la critique littéraire, comme elle vient de faire, c'est le rôle des autres de le faire. Mais vous, on s'attend juste à des messages de votre part, n'est-ce pas? Quels sont les messages que vous voulez donner à partir, prenons le prétexte de votre ouvrage, mais ça doit être un prétexte pour vous. Qu'est-ce que vous voulez nous dire? Qu'est-ce que vous voulez nous faire savoir? Vous voulez nous amener vers où? Je vous donne la parole pour une dizaine de minutes. Bonsoir à toutes et merci à toutes d'avoir voulu faire le déplacement. Après nous avoir loué le bon Dieu qui nous a permis tous d'être ici présents aujourd'hui, alors qu'il y a d'autres qui sont dans les cimetières. Je vais remercier d'abord mon cher papa qui m'a transmis l'amour de ce pays depuis le jeune âge, qui m'a montré que le Sénégal était sa deuxième patrie, il me le disait toujours. Et j'ai compris ce qu'il était en train de dire une fois avoir mis les pieds moi-même au Sénégal. Je remercie infiniment Cheikh Hamidou Kane. Chaque fois que je vais échanger avec lui, j'ai du mal en fait à lui trouver un titre. Je ne sais pas si je dois dire Monsieur le professeur, Monsieur le ministre, Monsieur le philosophe, je ne sais pas. J'ai extrêmement du mal. Je dois lui dire que j'hésite toujours devant mon ordinateur avant de commencer à lui envoyer un mail. Eh bien, je vous remercie infiniment du fond du cœur pour d'abord m'avoir donné le courage de prendre la plume. Je dois vous le dire, je vous le dois. Lorsque je vous ai rencontré alors que j'étais encore étudiante, je ne sais pas si vous vous souvenez encore de cela, je vous ai dit que j'avais envie d'écrire et vous m'aviez dit « écris » parce que je vais te dire une chose, l'aventure ambiguë, c'est un journal intime pour moi. Et je te fais la promesse de te faire la préface. Et voilà la preuve que vous êtes un homme de parole. Vous avez tenu parole près de 10 ans peut-être après. Vous avez préfacé mon livre. Je vous remercie infiniment. Je vous remercie également pour avoir bien voulu faire le déplacement. Je sais et je vois qu'aujourd'hui vous êtes très âgé, mais comme je l'ai dit l'autre fois, votre fille, vous êtes un monument pour l'Afrique et le monde. Et je présente mes excuses pour avoir voulu vous déplacer malgré votre état de santé, mais je vous en suis extrêmement reconnaissante. Et enfin, dans mes remerciements, j'aimerais vous remercier du fond du cœur pour avoir fait la comparaison entre votre œuvre, L'aventure ambiguë, un livre qui est mondial. Je pense qu'il est connu, ce livre-là est connu dans tous les contrées, particulièrement aux Comores, où mon père l'a appris en classe de terminale et où moi-même je l'ai appris en classe de terminale. Je vous remercie infiniment d'avoir fait le lien entre votre livre et le mien. Encore une fois, merci. J'aimerais ensuite remercier tout le Sénégal pour la Teranga, qui est une véritable chose, un vrai bonheur. C'est sourire qu'on rencontre tous les jours, cette chaleur qu'on rencontre à chaque coin de rue, dans le bus, dans les bureaux, un véritable bonheur. Et je vais dire comme mon père que pour moi le Sénégal est ma deuxième patrie. Je remercie la famille de papa à Dakar, professeur Maïmouna, qui est là assise, qui est malade. Malgré cela, elle a fait le déplacement avec Tonton Alioune.
Je pense que cette famille a été un véritable moteur dans l'amour que mon père porte au Sénégal, parce qu'une fois que mon père s'est trouvé au Sénégal, il a eu l'impression d'être dans sa propre famille, en étant dans la famille du professeur Maïmouna. Et je dois vous dire que mon père parle énormément de votre père, comme s'il parlait de son propre père. Je vous remercie pour le déplacement et pour le réel l'attachement que vous avez envers mon père et envers moi-même. Merci. Je remercie également la famille de Tonton Doudou à Guédiawaye, dont j'ai parlé dans le livre, qui n'a pas fait le déplacement. Je ne sais pas pourquoi, mais je sais que, où qu'il se trouve, Tonton Doudou pense profondément à moi. Merci tonton, même si tu n'es pas là. Je remercie également le professeur Moustapha Ndiaye pour le déplacement et pour toutes les bonnes choses qu'il a dit sur moi. Je dois dire qu'il est un modèle pour moi, et ce n'est pas parce que je l'ai écrit sur ma thèse, les remerciements et les dédicaces, mais c'est véritablement une représentation de la modestie. J'espère que je vais pouvoir arriver à la hauteur de cette modestie-là et surtout du savoir qu'il incarne. Je remercie, permettez-moi de remercier toutes ces personnes-là. Je remercie celui que j'appelle grand frère, Dr Seck. C'est quelqu'un qui a toujours été là pour moi, je dois le dire. Je le remercie vraiment du fond du cœur avec sa famille. Quelqu'un que je peux réveiller à tout moment. Et pour toutes les raisons, quelle que soit la raison, il n'a jamais dit « Farida, tu es trop fatigante ». Mais il a toujours été là, il a toujours répondu à mes appels. Je lui remercie du fond du cœur avec toute sa famille. Je remercie le professeur Méry également, qui est dans la salle et que je prierai de venir devant. Je le remercie. Il y a une place devant, professeur, s'il vous plaît. Je remercie professeur Méry du fond du cœur pour m'avoir fait aussi goûter à la teranga et m'avoir donné cet amour de la médecine et l'envie d'aller très loin. Je remercie Madame Luz Ndiaye, qui est chef d'agence à Kenya Airways, une dame extraordinaire qui a toujours le sourire aux lèvres. Et je dirais, si je reviens sur mon livre, que j'espère que vous allez acheter et lire, je le confondrai à celle que j'ai appelée Marie dans mon livre, une personne simple, vraiment humaine et tout simplement extraordinaire. Donc je vous remercie tous pour le déplacement, pour avoir bien voulu m'honorer par votre présence. Et j'espère que cette séance vous donnera envie d'acheter le livre et que surtout ce livre vous permettra de rajouter un point de bonheur dans votre vie et vous permettra d'aller de l'avant dans votre vie, même s'il y a beaucoup d'aînés ici, mais j'ai appris que les enfants peuvent aussi apprendre des bonnes choses à leurs parents. Je m'en vais parler un peu du livre, même si je ne vais pas rentrer dans les détails. En fait, on m'a demandé de dire le message que je voudrais véhiculer. Je vais commencer par le titre. Ce titre, Sous le voile du bonheur, ce n'est pas le premier titre que j'avais choisi. Et le professeur, vous voyez, j'ai encore du mal. Le professeur, le ministre, le philosophe Cheikh Hamidou Kane pourra en témoigner, puisqu'il est le préfacier. J'avais choisi comme titre « Le bonheur, c'est les autres ». Pourquoi? Parce qu'en fait, je réalise que la plupart des choses, la plupart des actes que nous posons, nous nous demandons beaucoup plus quelle est la vie de l'autre plutôt que à quoi cela va nous servir. Je disais tantôt dans la cérémonie de dédicace d'Enami, je pense qu'aujourd'hui je peux dire
ami, Ismaïla, qui est juste derrière Cheikh Hamidou Kane. Je disais que nous avons maintenant, que nous ne sommes plus des pays colonisés, mais nous avons pire que la colonisation de nos pays, nous avons la colonisation de nos mentalités. Et cette colonisation-là fait que nous avons peur de nous affirmer, de dire ce que nous pensons, d'exprimer ce que nous voulons. Mais nous sommes beaucoup plus portés à satisfaire le regard de l'autre plutôt qu'à choisir ce que nous voulons faire nous-mêmes. Et donc, avant de continuer, je vais remercier Fatou Touré, docteur Fatou Touré, mais pour moi c'est Fatou Touré, une de mes collègues de la fac. Et c'est une Sénégalaise aussi, une Sénégalaise, surtout une Sénégalaise de cœur, comme moi. Donc, je disais que cette colonisation d'esprit a fait que nous n'osons pas nous affirmer. Et c'est pour ça que j'avais choisi comme titre « Le bonheur, c'est les autres ». Mais ceux qui savent comment ça se passe avec l'édition, l'éditeur peut choisir autre chose. Et pour être certaine, parce que je suis une personne très jalouse de ma liberté, j'aime toujours faire les choix dans ma vie, que ce que je fais, que ce soit mon choix à moi, pas le choix de qui que ce soit. Alors j'avais anticipé sur la possibilité en fait d'un refus de ce titre-là et j'ai proposé plusieurs titres. Et heureusement, l'éditeur a choisi un autre titre, mais parmi les titres que moi j'avais proposés, et a choisi Sous le voile du bonheur. C'est tout simplement pour dire qu'en fait, pour moi, Sous le voile du bonheur, je ne m'attendais pas en fait à ce que les gens pensent directement au voile. Pour moi, Sous le voile du bonheur veut dire tout simplement couverte de bonheur. Ça veut dire en extase pour moi. Et donc, je vais aborder un point très important pour délivrer mon message. Est-ce que vous pensez que je vais vous laisser tout ce temps-là parce que si je vous laisse tout ce temps, vous allez expliquer le livre. Non, je n'explique pas. J'aborde un seul point, en fait. Ok. Je voulais revenir sur le titre. Je vous donne 5 minutes. Un seul point. Je vous donne 5 minutes pour dire votre message et conclure. Hein? D'accord, ok. En fait, premièrement, c'est que ce livre, en fait, ne parle pas que de moi, en fait. Même si j'ai tiré une grande expérience, en fait. À partir d'une grande expérience que j'ai eue à vivre, j'ai pu écrire ce livre, mais pour moi, ce livre ne parle pas que de moi. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de toutes celles qui ont fait le choix que j'ai fait. J'aimerais pas que ce soit, on parle de Farida Atouassi. J'aimerais qu'on parle de ces filles courageuses qui ont fait le choix d'être les maîtres de leur destin, de ne pas laisser qui que ce soit décider à leur place et de ne surtout pas avoir peur du regard de l'autre, mais d'avoir le courage, la volonté, l'énergie de s'affirmer et de dire « j'aime le tchéboujen, je n'aime pas le pizza ». Parce que effectivement, on a du mal à dire « je n'aime pas les croissants », mais on se sent extrêmement à l'aise de dire « je n'aime pas le lard ». Et donc, c'est de cette personne-là que je voudrais qu'on parle ce soir, de toutes ces filles qui ont eu le courage de se couvrir malgré les on-dit, malgré les regards des autres. Dernier point, j'ai abordé dans ce livre les relations hommes-femmes. Et c'est pour moi quelque chose de très important. Aujourd'hui, on parle de mariage précoce en Afrique et ailleurs. Mais regardez qu'est-ce qui se passe ailleurs. La jeune fille de 14 ans, elle a le droit d'aller chercher ses pilules. Si la jeune fille a des rapports intimes avec un homme de son âge, il n'y a aucun problème. Le problème se pose si ça se passe avec quelqu'un de plus âgé. Et ici, dans ce livre, j'ai envie de dire que chez nous, le mariage, c'est le seul lieu
où l'homme et la femme ont le droit de partager leurs désirs charnels. Et donc, ayons le courage de dire « je veux me marier ». J'ai voulu montrer qu'au-delà de l'aspect religieux, la femme qui accepte d'avoir des relations hors mariage est une femme qui se perd. Cette femme-là se met dans une position très difficile parce que même si, du point de vue religieux, nous avons la même peine, hommes et femmes, que ce soit pour l'adultère, que ce soit pour je veux dire, les relations extra-conjugales ou bien entre personnes mariées ou non, c'est la même peine, mais les conséquences ne sont pas les mêmes. Les conséquences ne sont pas les mêmes. Une fille qui se trouve enceinte par un gars qui dit « je ne te connais ni d'Adam ni d'Ève », qu'est-ce qui se passe ensuite? Un mari ne peut pas, même s'il voudrait, mais un mari ne peut pas dire à une femme « je ne suis pas le père de cet enfant ». S'il ose le dire, vous avez une famille derrière vous. Il aura sa famille en face. Il aura sa société. Et encore et surtout, il y aura la loi qui va vous défendre. Donc c'est un point très important que j'ai voulu aborder dans ce livre. Je m'arrête là, espérant que cela vous a donné envie d'acheter le livre, Inch'Allah. Je vous remercie. Comment je vais dire, heureusement, ou je ne sais pas comment je vais dire ça, que vous ayez décidé de vous remettre dans mon rôle de modérateur et de gestionnaire du temps qui est très précieux et surtout, sinon, j'allais vous retirer la parole parce que j'ai senti que là, vous étiez en train de basculer vers la prédication. Et je m'étais dit, c'est mon domaine ça. Laissez-moi la prédication et parler de votre parcours, de votre livre, de vos souffrances, de votre liberté, mais laissez-moi la prédication. Et voilà, mais vraiment, c'est formidable. Je crois que ce que tout le monde a retenu, c'était cette force que vous avez, comment je vais dire, cet attachement passionné à la liberté. Pour moi, c'est le message fondamental que vous délivrez dans ce livre, comme l'a dit d'ailleurs Mme Ngoné. Et je crois que ce message, il est universel. Rien que s'arrêter à ce message-là. Donc on nous signale que le doyen, comme je suis la même enseigne que Dr Farida, on ne sait pas comment qualifier notre doyen Cheikh Hamidou Kane. Donc je mets doyen pour y mettre tous les titres. Hein? Donc notre doyen Cheikh Hamidou Kane, n'est-ce pas, on dit en Côte d'Ivoire, demande la route. Donc nous demande de le laisser partir, n'est-ce pas? Je pense que même il est resté assez longtemps. Donc nous prions pour vous, demandons de retourner tranquillement chez votre famille et nous saluons toute la famille et on compte vous revoir bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci. Voilà, donc, alors, je crois que Mme Ngoné l'avait résumé d'ailleurs, le message vraiment fondamental, je dirais, de votre ouvrage, c'est cet attachement indéfectible. Là, vous êtes intraitable sur, vous ne voulez pas faire de compromis ni de compromission avec la liberté. Et je crois que rien que pour ça, votre ouvrage mérite toutes nos félicitations. Et c'est un message universel que vous partagez. Mais bien sûr, même l'universel se décline dans des parcours individuels. N'est-ce pas? Universel, c'est assez abstrait, universel. Mais là, par exemple, vous avez décliné dans votre propre parcours comment vous avez négocié et commercé pour rester libre dans vos choix. Donc, c'est un témoignage, c'est une chanson à la liberté que vous avez faite, et bien sûr en rapport avec votre foi religieuse musulmane, avec le voile. Mais il ne faut pas se focaliser justement, Mme Ngoné l'a dit aussi, sur cette question du voile. Cette question de liberté, elle est universelle. Une autre personne a eu les mêmes problèmes que vous de liberté, mais par rapport à autre chose. Donc je crois que c'est ça qui est important dans votre ouvrage. Tous les jours, écoutez tout de suite la radio, regardez la télé, vous verrez les gens se débattent pour des questions de liberté.
N'est-ce pas? C'est Jean-Jacques Rousseau qui disait que l'homme est né libre, mais partout il est dans les fers. Et c'est vrai, regardez les problèmes de migration, c'est pour chercher à vivre, à donner à sa famille. Mais on vous emprisonne, on vous demande de retourner chez vous, on vous empêche de vous déplacer librement pour beaucoup de raisons. Regardez les prisonniers politiques, regardez les guerres. Donc la question de la liberté est une question universelle fondamentale et que vous traitez, que vous déclinez par rapport à votre propre parcours. Et c'est pourquoi moi j'ai dit, rien que pour ça, votre livre est extrêmement important. Alors, moi je voudrais juste donner rapidement quelques points de réflexion que j'ai eu sur le livre avant qu'on donne encore la parole au public et qu'on puisse, n'est-ce pas, passer à la séance de dédicace. Alors donc moi le livre, comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai lu intégralement. Je suis passionné de lecture, donc j'ai pu le lire intégralement et vraiment j'ai vu que les mots étaient des mots d'une personne sincère, n'est-ce pas, qui ne fait pas de la fiction, qui n'écrit pas pour écrire, mais qui veut transmettre un message. Et je l'ai senti tout le long de la lecture que je faisais de cet ouvrage. Et tout est dit dans la préface du professeur Cheikh Hamidou Kane. C'est la question des relations entre la culture traditionnelle africaine avec l'islam, avec la modernité occidentale. C'est un peu ça le problème, parce que vous avez été confronté à ces questions-là, comme beaucoup de gens, et vous êtes passé par l'islam, par le voile, et aussi par l'angle d'attaque du mariage, du grand mariage au Comores. Comme Cheikh Hamidou Kane est passé, lui, par cette question du Coran, avec Samba Diallo, qui a appris le Coran, qui pensait qu'il va, n'est-ce pas, transmettre ce message, et brusquement arrive la civilisation occidentale, matérialiste, etc. Et donc il y a cette confrontation. Donc effectivement, vos deux livres sont très proches, et dans le livre de Cheikh Hamidou Kane, on voit des grands acteurs comme la Grande Royale, etc. Donc ceux qui portent les messages pour dire qu'il faut préserver ceci ou cela, et d'autres qui disent non, il faut sortir, n'est-ce pas, de cette tradition, découvrir autre chose, etc. Mais il y a des menaces, il faut savoir les mesurer, il y a des risques, etc. C'est la même chose pour vous. Donc vos parents sont aussi dans des conventions, dans des codes sociaux. Voilà, et moi je me suis dit, il faut beaucoup d'humilité, beaucoup de compréhension, beaucoup d'ouverture d'esprit, n'est-ce pas, justement, pour comprendre ces problématiques-là. C'est pas facile du tout. Hein. On a tendance à dire, oui, nos parents sont excessifs, etc., mais ils sont conditionnés par un environnement. C'est pourquoi j'en appelle à la compréhension des jeunes. J'en n'appelle pas à la démission des jeunes. Je n'appelle pas à ce que les gens se soumettent justement à des codes et des conventions, justement, qui ne doivent pas être figés définitivement, qu'on doit renégocier chaque fois. Il faut de la résilience. Il faut s'adapter, n'est-ce pas? Pour moi, c'est surtout là le problème. Le problème que vous avez eu, c'est quoi finalement? Le problème, c'est que nous avons des sociétés qui ont du mal à être résilientes, à s'adapter, n'est-ce pas, à s'ouvrir, n'est-ce pas, à d'autres, à des nouvelles conditions de vie, à se réajuster par rapport à de nouveaux enjeux, n'est-ce pas? Et c'est ça qui fait que nos sociétés deviennent vulnérables, parce qu'elles sont trop fermées sur elles-mêmes, et le cas du groupe qui étouffe l'individu. Bien sûr, le débat, ça va être que ni tomber dans l'excès de l'individualisme, où on a tellement donné de pouvoir à l'individu qu'il ne veut plus rien céder, n'est-ce pas, au groupe. On tombe dans l'individualisme, et là aussi il y a des problèmes et des difficultés. Aujourd'hui en Europe, par exemple, où on a fait l'expérience de l'individualisme jusqu'au fond, jusqu'au bout, je peux dire, aujourd'hui il y a des appels, n'est-ce pas, au retour au collectif. Ok, donc il ne faut pas aussi aller dans cet excès, mais en même temps, c'est un excès que d'enfermer l'individu dans le regard du social, dans le regard du groupe. Donc, c'est ces problèmes-là que vos parents ont vécu. Donc, votre papa, ce qu'il vous dit, il faut aussi comprendre sa souffrance. Il faut comprendre sa souffrance, que votre maman aussi, le grand mariage, ce n'est pas une mince affaire pour eux aussi de dire je ne le fais pas. Parce qu'ils ne sont pas accompagnés par le grand groupe dans ça. Ils ne peuvent pas être seuls à vouloir changer tout comme ça, brusquement. Donc c'est là où j'en appelle justement à l'humilité, à la compréhension de ces conventions qui fait que, n'est-ce pas, ça devient difficile pour tout le monde. Mais quand même, il y a la possibilité, tant qu'on le veut, n'est-ce pas, d'aller de l'avant, de s'adapter, de se réajuster par rapport à ces questions-là. Alors,
bien sûr, la question de la liberté aussi qui se pose. C'est vrai, oui, je l'ai dit tout à l'heure, cette compatibilité-là entre la liberté et le port vestimentaire, je ne comprends toujours pas comment on en est arrivé à cette fiction-là, à cette manipulation, à cette propagande, je dirais entre guillemets, occidentale d'abord, hein, avant que ça prenne peut-être d'autres fonctions. C'est surtout en Europe qu'on est en train de faire la propagande pour dire qu'il y a une corrélation entre la soumission de la femme et le voile. On l'a tellement fabriqué que beaucoup de gens pensent que c'est vrai. N'est-ce pas? Voilà une démonstration du contraire. Et j'avais vu une étude en Algérie où on a montré que c'est avec le voile que les filles algériennes ont commencé à aller à l'école. C'est-à-dire les jeunes filles voilées ont commencé à aller à l'école quand on leur a appris qu'une fille voilée peut aller à l'école, peut participer à l'espace public, etc. Alors que leur maman ne pouvait pas penser participer à l'espace public ou bien aller à l'école. Aujourd'hui, si vous allez en Algérie, en Tunisie, au Maroc, en Iran, à l'université, il y a 70% de femmes voilées, 70%. Est-ce qu'on va dire que c'est parce qu'une femme n'est pas voilée qu'elle peut être universitaire, docteur, gynécologue, avocat, etc. Non. Donc il n'y a aucune corrélation entre le voile. Mais on a tellement fait la propagande qu'aujourd'hui, beaucoup de gens considèrent cela. On a vu des filles voilées contre l'avis du groupe, donc fait preuve de liberté comme elles. Des filles qui sont voilées contre l'avis du grand frère, contre l'avis du père, contre l'avis de la mère. Et on va continuer à dire que cette fille, elle est soumise, qu'elle n'est pas libre. Donc c'est quoi la liberté? Donc voilà, donc vous posez un problème à partir de votre parcours qui est effectivement ce problème important. Donc pour moi, cette question elle est importante, c'est-à-dire que qu'une fille porte le voile ou ne le porte pas, ce qui est important, c'est la liberté qu'elle le porte ou ne le porte pas. Si on est d'accord sur ça, il n'y a pas de problème. Donc, je crois que ça aussi c'est un message fort qui sort de votre ouvrage et je pense que c'est un message aussi universel parce que si on n'est pas d'accord sur la liberté du port vestimentaire, il y aura des problèmes. Maintenant, bien sûr, une fille peut porter une jupe, peut porter un jean, etc. et ne pas être libre parce que simplement elle obéit à des codes, à un opportunisme, à un calcul matérialiste, etc. ou bien à un groupe qui lui fait croire que c'est ce genre de vêtements qui est bon pour elle, etc. Donc, ce n'est pas évident. Vous avez parlé d'un point qui est important, par exemple, dans votre ouvrage, que j'ai beaucoup aimé, quand vous avez fait votre commentaire sur le khessal. Eh bien oui, est-ce qu'aujourd'hui, la femme sénégalaise qui fait le khessal, est-ce qu'elle peut dire qu'elle est libre de le faire ou non? C'est très complexe. Elle le fait beaucoup plus par code social qui commence à, n'est-ce pas? Il y a des années, les rares femmes qui faisaient le khessal avaient tous les problèmes du monde. On les chahutait. Dans les voitures, moi je me rappelle, on les chahutait, on disait « Ah mais regardez, c'est vilain !» Mais maintenant, aujourd'hui, on dit « Khessal, mais yapunala !» etc., etc. Voilà. Donc, pour Ngoné, Khessal, c'est un manque d'estime de soi. Ben, j'irai pas jusque-là. Je trouve que c'est beaucoup plus complexe. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est quoi? C'est de savoir qu'effectivement, on peut penser être libre alors qu'on est conditionné par des critères esthétiques définis par les médias, définis par des groupes. Donc cette question de liberté, elle est fondamentale. Donc moi, je pense que ce serait intéressant, effectivement, vous l'avez montré dans votre ouvrage, que la question soit la question de la liberté et le respect du droit d'autrui. Donc autant je veux qu'on laisse à la femme la liberté de porter ce qu'elle veut, tant qu'elle respecte la liberté des autres, autant tant que la femme qui porte le voile ne devrait pas penser qu'elle est meilleure que les femmes qui ne portent pas le voile ou bien qu'elle veuille imposer. Si on est d'accord sur ça, je crois qu'il n'y a pas de problème. Et là, elle a souffert du fait que dans une société, les gens n'ont pas voulu accepter sa liberté à se définir par rapport à son port vestimentaire. Je vois dans votre ouvrage, quand votre oncle tire votre voile, moi j'ai tremblé. C'est comme si moi qui le faisais. J'ai tremblé, j'ai laissé l'ouvrage pendant 5 minutes en me disant comment ce gars a pu faire ça? Mais pourquoi il le fait? Est-ce que ce gars-là va aller donner un grand voile à une jeune fille qui a porté une petite jupe? Non. Donc pourquoi il tire le voile à toi-ci? De quel droit? Donc vous voyez, des raisonnements simples. Hein? Des raisonnements simples. Donc je crois que, ça me rappelle Bourguiba qui a tiré le voile d'une femme tunisienne quand il était vraiment dictateur, tyran. Tout le monde était libre sauf lui. Et en tirant le voile d'une femme à la télévision, ce que Bourguiba a fait, la femme n'a pas osé reprendre son voile, on n'était plus dans la question de la liberté, on était dans la question d'un tyran qui était là en train d'exercer sa force tyrannique sur une femme.
On était loin mais les Européens l'ont plutôt interprété comme étant un acte de modernité, mais c'était tout sauf ça. Okay, qu'est-ce qui donne le droit à un président de dévoiler une femme? C'est dans la Constitution, ça. Mais non. Donc, vous voyez, il l'a fait. Il l'a fait. Et après, il a fait aussi beaucoup de choses encore plus graves. On connaît son régime. Donc, pour moi, cette question fondamentale de la liberté, elle se pose, n'est-ce pas? Et tout le monde doit l'assumer. Sinon, on va vers des problèmes qu'on pouvait éviter. Et que cette question de liberté, en réalité, peut nous permettre de sortir de beaucoup de problèmes, de tensions entre la culture occidentale, islamique, africaine et tout, si on est d'accord déjà que la question doit se résoudre d'abord au niveau de la liberté. C'est déjà pour moi un angle d'attaque extrêmement efficace par rapport à cette question-là. Mais si on dit, oui, je suis africain, personne ne doit faire autre chose que ce que je définis comme africain, je suis musulman, personne doit... Là, on est bien coincé. Bien coincé, et je crois que votre ouvrage donne un exemple de ça. Donc j'en appelle à cet esprit de liberté pour tout le monde, n'est-ce pas, d'égale dignité pour tout le monde, d'humilité, d'intelligence, n'est-ce pas, de capacité à s'ajuster, à comprendre les nouveaux enjeux. Je crois que ça, c'est... Si on pouvait faire ça, on aurait évité aujourd'hui beaucoup de guerres, beaucoup de tensions, n'est-ce pas, mondiales, dans les pays, dans les familles, dans les quartiers. Je crois que ça, c'est important. Moi, j'ai lu ça et j'ai compris ça dans votre ouvrage. Et par exemple aussi, quand vous parlez de... J'ai bien aimé ça, quand quelqu'un a dit qu'il faut demander à un dignitaire religieux d'interdire le voile, vous répondez, la possibilité de vérification nous met à l'abri de ceux qui veulent nous dérouter. Ben, ce qui m'a intéressé ici, moi, c'est pas de faire la propagande du grand voile ou du petit voile, etc. Mais ce qui m'a intéressé ici, c'est cette possibilité de vérification. J'ai compris que vous dites non. Moi, je suis capable aujourd'hui de comparer des arguments et d'en tirer ce qui me convainc le plus. Et pour moi, cette posture, elle est extrêmement importante. Et cette posture, elle est donnée à tout le monde, musulman ou non, à toute personne humaine. Donc, effectivement, que les gens aient le courage de comparer les arguments, n'est-ce pas, de vérifier les sources d'information, etc. Moi, je l'ai souligné parce que j'ai trouvé que ça, c'était quelque chose de très, très important dans votre ouvrage. Donc, vraiment, je ne vais pas en dire plus, mais je voulais juste, pour moi, revenir, mettre l'ouvrage dans ce contexte-là, dans ces tensions-là entre ces différentes cultures, ces différentes religions. Et je me dis encore que le levier qui nous permet de pouvoir gérer ces tensions qui vont exister tant que l'être humain existe, tant que les sociétés existeront, c'est la liberté pour tout le monde. C'est l'intelligence de la vie sociale qui se base sur la liberté pour tout le monde et qui trouve une harmonie entre la liberté de l'individu et les nécessités de la vie en groupe, qui fait qu'il y a, n'est-ce pas, du donner et du recevoir, parce que personne ne peut survivre seul. Je crois que ça, c'est des questions fondamentales. Vous les avez posées comme vous avez voulu dans votre propre parcours, et moi, je les ai posées, n'est-ce pas, dans ce contexte global, surtout que quand l'islam est impliqué, aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de problèmes. On voit qu'on est très injuste contre les musulmans pour beaucoup de choses, ce qui ne dédouane pas qu'il puisse y avoir des groupes qui en font trop ou bien qui sont excessifs dans certaines choses, mais il appartient aux autres aussi d'assumer leur liberté, de dire à ces gens-là que vous ne pouvez pas nous imposer telle ou telle chose. Mais en même temps, nous respectons votre liberté de porter telle chose ou de dire telle chose. Je crois que ça aussi, c'est important. Ok, voilà. Donc, je voulais faire ce témoignage-là. Et avant de commencer la séance de dédicace, donner quand même la parole à quelques personnes. On avait dit peut-être 2 ou 3 personnes pour le public. Ceux qui veulent faire peut-être un témoignage pour des relations qu'ils ont avec le docteur ou bien poser 1 ou 2 questions. Et comme ça, on commence la séance de dédicace. J'imagine que l'auteur sera certainement assez étonné de me voir prendre la parole, dans la mesure où c'est tout à fait par hasard que je me suis retrouvé ici aujourd'hui. Nous ne nous connaissons pas. Je suis le fils de Madame Ndiaye, Louise, qu'elle a citée tout à l'heure. Et nous étions dans la voiture ce matin lorsque ma mère s'est rappelée que nous étions le 14. Elle m'a dit, ah mais aujourd'hui il y a quelque chose qui se passe cet après-midi, il faut que tu fasses tout pour m'emmener. Je l'ai fait, j'ai quitté le bureau beaucoup plus tôt et j'avoue que je ne le regrette pas. Pourquoi? Parce que arrivé ici à 16h moins 5, j'ai fini de lire ce livre au moment où notre critique littéraire était en train de prendre la parole.
Ça, c'est juste pour vous témoigner de la simplicité déjà décriée du livre. Okay. Ce livre a été écrit avec un style extrêmement simple. C'est juste ça qui m'a permis de finir la lecture en question. Autre chose, certaines choses ont déjà été dites, mais quelque chose que j'ai vraiment retenu ou que j'aimerais dire, c'est qu'on a beaucoup parlé de liberté et autres, mais s'il y avait deux expressions que je devais faire ressortir après lecture de ce livre, ce serait le courage et la générosité. Parce que j'estime qu'il a fallu énormément de courage à l'auteur pour écrire ce livre, mais surtout de la générosité. J'estime que tout écrivain est généreux parce qu'il met à la disposition d'un public, et j'espère que ce public sera très très vaste, il met donc à la disposition d'un public une connaissance, énormément de choses qui vont servir les générations futures. Je vais juste terminer en disant que j'espère vraiment que l'éditeur ou bien que toutes les personnes qui gravitent autour de ce livre trouveront le moyen de faire en sorte que ce livre soit mondialement connu, aussi mondialement connu que celui du doyen Cheikh Hamidou Kane. Pourquoi je le dis? Pourquoi je le dis? Je le dis parce que, vous m'excuserez de prendre un peu plus de temps, je le dis parce que... D'accord. Je le dis parce que ce livre, malgré sa très grande simplicité et le petit nombre de pages, développe énormément de thèmes, mais d'une actualité pressante par rapport à notre génération. J'aurais aimé en dire plus, mais je m'en arrête là pour le moment. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais tout juste prendre la parole pour exprimer toute notre fierté et notre bonheur pour le docteur Farida. Au docteur Farida pour la production de cet ouvrage. Donc, je suis le docteur Seck, je suis ophtalmologiste à l'hôpital principal de Dakar. Bon, je connus le docteur Farida lorsqu'elle était étudiante, comme le professeur Ndiaye l'a dit tout à l'heure. Ce bouquin, elle me l'a transmis, je pense, il y a 2 jours. Et après ma consultation à 19 h, je l'ai parcouru très rapidement en diagonale. Et je ne pouvais pas m'arrêter. Après 50 malades vus la journée, je l'ai presque lu en diagonale et j'ai trouvé que c'est sa personnalité qui est décrite. C'est une dame courage, c'est ma sœur, sa famille connaît ma famille. J'ai partagé des repas avec elle, chez elle, lorsqu'elle était encore étudiante. Et je pense que sous son voile de bonheur, comme elle dit ça, il y a une très grande liberté d'esprit. Farida, c'est un esprit qui est libre. Et c'est pourquoi nous, on l'aime. On aime la recevoir et discuter avec elle tout le temps. Donc Farida, merci pour le Sénégal. Merci pour l'islam aussi. Il y a une partie, hein, vous avez bien développé ça. Je vous remercie. Bonsoir. Je suis le professeur Dayméry Diabadian. Je suis médecin infectiologue à l'hôpital de Fann. Enfin, antérieurement, maintenant je suis à l'UGB à Saint-Louis et au CHR de Saint-Louis. J'ai rencontré Farida hier par hasard, je dirais. Parce que c'était une de mes anciennes étudiantes que j'ai perdu de vue depuis très longtemps et Dieu a fait que hier, dans un enseignement post-universitaire, nous nous sommes rencontrés. Et donc vraiment, je suis très contente d'être ici aujourd'hui. Et je peux, en écoutant Madame Faye tout à l'heure parler, je me suis dit, je n'ai pas encore lu le livre, je n'ai pas eu le plaisir de lire le livre, mais je pense déjà que c'est un livre qui lui ressemble. Si j'avais à la décrire durant son parcours dans notre service, je dirais que c'est une femme qui est déterminée, c'est une femme qui est engagée, c'est une femme qui est persévérante, c'est une femme qui fait tout avec beaucoup de cœur et qui n'arrête que quand elle a fini son travail. Donc elle est restée comme ça et je pense qu'elle a gardé cette faculté de s'engager dans tout et avec passion, parce qu'il y a la passion également qui est derrière. Et je retrouve avec vos mots,
puisque je n'ai pas encore eu le plaisir de lire ce livre, qu'elle est restée la même et je suis contente de la retrouver ici et de participer à sa séance de dédicace. Donc je la félicite déjà pour cela. Merci. Merci beaucoup. Je suis le professeur Maïmouna Ndourmbaye, chef de service de la médecine interne et du centre de diabétologie à l'hôpital Abass Ndao. Et je suis aussi en quelque sorte la maman de Farida, n'est-ce pas? Et mon oncle, ici présent, est un de ses enfants. Farida, quand tu m'as déposé ce livre il y a quelques jours, j'ai commencé à le feuilleter dans la voiture et comme tout le monde ici, je n'ai pas pu m'arrêter. Je l'ai lu d'une traite. En arrivant à la maison, je l'avais déjà fini et tout de suite, j'ai regretté de l'avoir lu aussi vite parce que j'ai eu envie de reprendre depuis le début. Pourquoi? Parce que tout simplement, comme l'a si bien dit Madame Faye, ce livre est captivant et à travers les lignes, tu as su faire passer tes émotions. C'était d'autant plus facile pour moi que je connais une grande partie des personnages, que j'ai pu mettre un visage sur les personnages que tu décris. J'ai surtout eu envie de le partager tout de suite, d'abord avec ma fille aînée, puis avec d'autres personnes. J'ai tout de suite dit à tonton Alune, il faut que tu lises le livre. Parce que je trouve que c'est un exemple. On ne s'attend pas à avoir autant de courage, de détermination dans une personne d'apparence aussi frêle que toi. Et je pense que tu as été ce courage, cette sérénité avec laquelle tu abordes des problèmes aussi complexes. Il y a seulement la foi qui peut conférer ça à quelqu'un. Je te remercie donc d'avoir donné cet exemple-là, que je vais transmettre à ma fille et j'espère qu'elle sera comme toi. Merci beaucoup. Bonjour à tous, assalamu alaikum. Je me permets d'être là, de prendre la parole en tout cas, pour faire surtout un témoignage par rapport au docteur Farida. Nous nous sommes rencontrés il n'y a même pas encore une semaine sur le plateau de la BCV, alors que nous enregistrons l'émission Impression, qui sera diffusée lundi, Inch'Allah. Alors j'ai pu percevoir à travers sa personnalité une femme pleine de valeurs, une femme pieuse, une femme qui malgré son voile fait ressentir sa liberté, fait surtout ressentir la liberté de s'exprimer. Alors aujourd'hui, malgré mon timing super chargé, je m'excuse encore une fois du retard, j'ai tenu à être là pour faire ce témoignage sur elle, mais surtout parce que moi récemment j'ai fait ma séance de dédicace le lundi passé au bureau, et figurez-vous qu'elle est descendue, elle est rentrée du travail, et cela ne lui a pas empêché d'avoir sa petite fille entre les mains. Elle est venue assister avec son frère à la séance de dédicace et cela montre à quel point elle est engagée par rapport aux rapports musulmans, par rapport aux rapports sociaux. Donc à cet effet, je tiens à la remercier encore une fois et à la féliciter pour cet ouvrage qui parle de problèmes très complexes de la société. Et je pense que ce qui est le plus important, ce qui m'a le plus fasciné dans cet ouvrage, c'est qu'elle fait une très belle promotion pour le Sénégal et pour le développement, en tout cas touristique du Sénégal. Je vous remercie, je vous félicite encore une fois et je vous souhaite un bon fond. J'interviens en arc-en-ciel. Ça va être très court. Premier flash. Nous avons une expérience commune, docteur. J'ai étudié à l'étranger. Et ce que vous dites là, ça nous engage, nous, Sénégalais. Les étudiants étrangers qui sont chez nous, ils vont partir de chez nous avec l'image que nous allons leur laisser. Ça, c'est très important. C'est très important. Et merci si les Sénégalais nous ont aidés à garder une image positive du Sénégal. Parce que ce n'est pas toujours le cas. Deuxième flash, ou deuxième couleur de l'arc-en-ciel. Au-delà de cette expérience, eh bien, votre foi qui transparaît à travers votre livre que j'ai commencé à lire, je vous dirai comment. Ce sera la surprise de la fin. Eh bien, dans votre livre, vous parlez de liberté. Et heureusement que vous faites la distinction entre liberté et libertinage. Oui, nous sommes invités à la liberté, mais pas au libertinage. Malheureusement, c'est ce à quoi nous assistons aujourd'hui. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis fort aise de vous voir en voile, parce que le catholique profondément formé, bien formé, n'a pas de problème avec le voile.
La preuve, nous avons des religieuses qui sont voilées. C'est une certaine frange de l'Occident qui a stigmatisé le voile. La preuve, nos religieuses hésitent aujourd'hui à porter le voile en Europe. Si vous ne le saviez pas, je vous le dis. Malheureusement. Heureusement qu'il y a encore des gens courageux pour dire qu'il vaut mieux obéir aux hommes, ou qu'il vaut mieux obéir à Dieu qu'obéir aux hommes. Dernier message de l'arc-en-ciel. J'ose espérer que ce livre non seulement sera largement diffusé, mais que votre expérience donne vraiment à tout un chacun parmi vous le courage de retourner aux valeurs fondamentales, quoi qu'il nous en coûte. Je vous remercie. Alors, comment vous avez été en contact avec ce livre? Eh bien, je suis l'époux de Louise Seck Ndiaye. J'ai commencé à lire le livre avant même de venir à la dédicace. Et j'ai trouvé dans ma boîte une invitation de l'Harmattan, une invitation personnelle, au-delà du fait que madame m'avait demandé de venir à la dédicace. Dieu soit loué. Merci beaucoup. Al-Mashdoulillah. Merci beaucoup. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bon, moi je m'appelle Sartaoui. Je suis le petit frère de son papa, de Atoissi. Bon, je dirais même, je suis, elle est ma nièce, mais je suis le petit, le plus jeune. Aujourd'hui là, je suis fier de voir ma nièce là, une Comorienne. Je suis vraiment fier. Je tiens à lui donner, lui donner le courage d'aller plus loin qu'ici. Merci. Merci beaucoup, docteur. Voilà. Docteur Mamioto Faye, on s'est connus il y a quelques jours et on a su voir quelques points en commun. Donc je ne suis pas médecin, mais je suis docteur en administration des affaires. Donc parfois j'enseigne le leadership, surtout le leadership du soir. Et quand j'ai commencé à lire le livre, j'ai vraiment sauté de joie. Et ça m'a fait plaisir de savoir identifier que toujours en Afrique, on a des femmes, qu'importe la taille, qui se battent, qui savent prendre leurs décisions et qui savent s'assumer. À chaque fois que je fais des cours de leadership, je leur dis, ah oui, il faut toujours jouir de votre liberté de choisir. Mais dès l'instant que vous choisissez, il va falloir assumer. Donc lorsque vous prenez des choix, de grâce, prenez les bons choix. Ne le faites pas de manière téméraire pour leur montrer de quel bois vous vous échauffez. Jouissez maintenant de cette liberté de choisir, faisez les bons choix, mais assumez-les jusqu'au bout. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est quoi? Vous savez aussi, lorsque vous évoluez dans un environnement qui est vraiment pas plaisant pour vous, alors à la longue, le fait de recevoir des coups durs à la longue, comment vous devenez? Acariate, amère. Elle a su, malgré cet environnement qui n'était pas du tout favorable à elle, elle a su trouver au fond d'elle-même le positif, cette joie, et de pouvoir regarder les autres avec cette joie, avec ce positif. J'ai un peu souri lorsque vous avez parlé des hommes. Vous lanciez des cailloux sur les hommes. Aujourd'hui, vous êtes mariée là où vous étiez étudiante. Ça veut dire que ce regard positif que vous avez su poser sur les autres, y compris sur l'homme, etc., etc. Ce qui revient à dire, il y avait d'abord cette force intérieure qui a fait qu'aujourd'hui, on en est arrivé à ces résultats. Et j'aimerais bien que nous tous, dans cette salle, que nous puissions puiser de notre force intérieure. À côté de chaque problème, il y a toujours un côté positif. À côté de chaque problème, il y a toujours un côté positif. Il faut juste savoir le chercher au fond de nous et de l'incarner, de le vivre, jusqu'à ce qu'on puisse poser ce regard, non pas sur nous-mêmes, mais sur les autres, et de les accepter avec leurs défauts et leurs qualités. Je vous remercie. Je pense à
pas, c'est intéressé par une prise de parole, c'est intéressant. Chacun voudrait rajouter un petit commentaire, dire quelque chose, féliciter le docteur Atoissi, dire les choses importantes que Ngoné a dites dans son analyse de l'ouvrage, le témoignage du professeur Moustapha Ndiaye, le témoignage et le message de notre doyen Cheikh Hamidou Kane, n'est-ce pas, les prises de parole de tout le monde, des hommes comme des femmes. Bien sûr que ces hommes et ces femmes sont des moitiés l'un à l'autre. Il y a cette belle parabole du Coran, elles sont des vêtements pour vous les hommes, et vous les hommes, vous êtes des vêtements pour les femmes. Vous voyez, vêtements, vous voyez ce que ça veut dire, vêtements, c'est quelque chose qui recouvre, n'est-ce pas, etc. Donc le Coran dit que vous êtes des vêtements pour les femmes, les hommes sont des vêtements pour les femmes sont des vêtements pour les hommes. Donc c'est dans cette harmonie-là qu'il faut travailler. Et donc moi je dis, puisque cet ouvrage, c'est l'ouvrage d'une femme, je dis aux femmes, le message fondamental, c'est d'assumer votre liberté en toute intelligence, avec les exigences de la vie, en harmonie avec les autres. Donc, surtout que maintenant il y a un problème de suspicion par rapport au voile, je pense que donc les femmes voilées ont le devoir d'humilité, un devoir de participation constructive dans la vie publique, n'est-ce pas? Donc, assumez votre voile, participez positivement à la vie publique, pour que les gens qui ont certaines réticences, qui ont certains soupçons fondés ou non, peu importe, mais puissent à la pratique, n'est-ce pas, vous voir, et n'est-ce pas, et se dire, mais en fait, j'ai aucune raison de vouloir me méfier de cette personne ou bien de l'étiqueter, etc. Je crois que c'est ça l'enjeu qui est important, mais l'enjeu de la liberté, elle appartient à, n'est-ce pas, à tout le monde. Avant de vous permettre de commencer à venir pour votre dédicace, il y a quelque chose, oui, que je voulais vous poser. Si vous voulez, vous répondrez peut-être. Vous pouvez donner la réponse à Ngoné qui me la fera parvenir, parce que je ne suis pas sûr que la réponse soit facile à donner en public. Mais il y a deux choses qui m'ont quand même intrigué dans votre ouvrage. C'est la première chose, c'est quoi? C'est que, alors, on ne voit aucunement dans votre ouvrage le rôle de votre mari dans toutes ces tensions. Mais où est ce gars? Où est-il? Mais il est où? Il est où? Voilà, c'est un mari fantôme dans l'ouvrage. Hein. Je ne le vois pas. Je commence à faire de l'âge, je ne suis pas sûr qu'il est plus fort que moi, il n'a qu'à venir. Mais parce qu'on ne le voit pas, il est où? Mais moi, je ne le vois pas se battre à côté de vous avec toutes ces tensions. Vous nous parlez du grand mariage, le gars, on ne le voit pas, il est là-bas, il n'est pas là-bas. Vous négociez tout, vous dites je ne veux pas, je veux. Votre grand-père dit non, votre mère. Mais où est le gars? Où est mon ami là? Je ne le vois pas. Vous répondrez peut-être, vous donnez la réponse à Ngoné peut-être. C'est pas évident que. Mais où est-il? Où est-il? Et mais voilà, je ne le vois pas nulle part. Il est où? Il est où? Je ne le vois pas. Sur les 80 pages. Il dit que c'est dans le tome 2. C'est dans le tome 2. Ah ben d'accord, très bien. Et voilà, quand même. Ah mais quand même, je ne le vois pas. Alors, qu'est-ce que je voulais dire encore? C'est le deuxième truc. Oh là là, j'ai tellement taquiné le gars que voilà, je me perds. C'était un deuxième truc. Répondre et vous allez le deuxième truc, c'est que voilà, vous donnez les nationalités de tout le monde, sauf du mari aussi. Ah là, j'ai remarqué ces deux choses. Ah ben, le gars, on ne le voit pas dans le roman. Et en plus, le gars, personne ne connaît sa nationalité. Alors que vous parlez de la nationalité de la Sierra Leonaise, j'ai retenu dans quelle page? Vous dites ma copine, on est allée à Sandaga, elle est Sierra Leonaise, elle a une taille frêle, etc. Vous dites tout ça, mais pour votre mari, silence. On ne parle pas de sa nationalité, on ne parle pas de sa taille, de rien. Bon, si c'est pour le protéger, d'accord. Je vais répondre. Ben, vous donnez votre dernier message en même temps, voilà, et après les gens je peux répondre, Imam, sans problème. En fait, le fait de ne pas avoir cette présence du mari, ça, pour moi, ça montre encore une fois qu'en fait, nous sommes des personnes qui nous assumons. En fait. Je fais mes choix. Je suis avant le mariage et après le mariage. J'ai un homme à mes côtés qui me soutient, mais qui ne décide jamais à ma place. Il ne prend jamais ma place, en fait. Et c'est exactement ce que je montre. Si j'ai un choix à faire par rapport à ma famille, ce n'est pas à lui de prendre la décision, c'est à moi. Et je fais le choix, je l'assume. On peut en discuter, il peut être d'accord, ne pas être d'accord, mais c'est mon choix à moi. Donc, ce qui se passe, j'ai écrit un livre pour essentiellement
montrer le cheminement dans la foi de femmes musulmanes évoluant dans le monde scientifique et montrer comment ces femmes-là arrivent à gérer le choix de la raison, je dis. Comment ils arrivent à faire le choix de la raison, comment la foi les sert de lanterne pour les décisions de la vie, parce qu'en fait, très souvent dans notre vie, on doit toujours prendre des décisions et comment la foi les permet de choisir avec fluidité. Eh bien, mon mari n'est pas une femme. Alors, il n'a pas une très grande place dans cet ouvrage-là. Mais au passage, je dois le remercier infiniment. J'ai toujours l'habitude de dire que j'ai la chance d'avoir un mari extraordinaire qui me pousse toujours d'aller de l'avant. J'ai été étudiante, maman. J'ai en même temps, en dehors de la médecine, fait des études de communication. C'est tout simplement parce que j'ai eu un mari qui n'a pas voulu jouer les costauds, mais qui a plutôt voulu jouer la douceur et qui a su m'accompagner et m'aider toujours dans mes choix. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a ce résultat-là. Je lui remercie du fond du cœur et je prie toujours pour que ma fille trouve un mari comme son papa, sinon meilleur que lui, mais pas moi. Et par rapport à ce que je voulais rajouter tout à l'heure, je voulais dire à l'assistance et à Mamioto que en fait, je n'ai pas de combat contre les hommes, non. Si vous lisez dans cet ouvrage, vous voyez qu'il y a un combat porté par des femmes parfois contre leur propre famille, contre la société, mais parfois même contre nous-mêmes. Parfois, nous nous battons contre nos instincts. Et ce que je suis en train de dire, c'est de dire tout simplement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je pense que quelqu'un l'a dit tout à l'heure, qu'il faut, c'est vous l'avez dit, qu'il faut faire les bons choix. Et ensuite, il faut les assumer. Il ne faut pas choisir parce qu'on veut montrer à tout le monde qu'on est téméraire, mais il faut faire les bons choix et les assumer. Et je suis en train de dire à ces étudiantes, parce que moi aussi j'étais étudiante, qu'en fait, lorsqu'on veut s'engager dans une vie de couple, faites le bon choix. Faites-le dans le mariage. Un homme qui vous aime vraiment marchera jusqu'au bout du monde pour pouvoir vous épouser. Mais celui qui vous dit qu'il n'est pas prêt maintenant et que vous pouvez avoir une relation dans 2 ans, dans 5 ans, dans 8 ans, dans je ne sais pas quoi, vous allez vous marier, peut-être que c'est possible, il va le faire. Mais s'il ne le fait pas, qui en souffrira d'abord? C'est ce que je suis en train de dire. Je pense que c'est la femme qui va d'abord en souffrir. Et c'est pour ça que je dis, c'est le mariage ou rien. Et je pense que c'est la bonne solution. Je vous remercie. Merci pour ce message aussi bien sur le mari. Je pense que le meilleur... Hein? Oui, oui. Il est comorien. Oui, oui. Ah oui, les Comoriens, je n'avais pas compris ça. Dans l'ouvrage, j'ai compris que c'est quelqu'un qui n'est pas comorien, parce qu'il y avait un tournant quelque part là. Alors, ok, d'accord. Alors, c'est un témoignage extrêmement sincère, parce que c'est quand vous dites que vous souhaitez que votre fille ait un mari comme son papa, ça c'est sincère. Vraiment. Et je vous donne une anecdote. Une fois, quelqu'un avait... c'est un ami qui voulait se marier. Il parle à la sœur d'un autre ami qui nous est commun. Il dit, ta grande sœur connaît pas mal de jeunes filles qui viennent à la maison, etc. Est-ce qu'elle peut me proposer une dame, etc. Alors, la dame vient, on lui parle de ça, et après elle dit au monsieur, ah, je connais une de mes amies qui sera une bonne femme pour toi, etc. Et le monsieur dit, ah bon, tu vois, je vais donc aller lui rendre visite, etc. Il m'a parlé de ça. Je lui ai dit, mais attention, fais attention. C'est pas juste parce qu'elle a dit qu'elle a une amie qui serait cool pour toi, etc., que c'est vrai. Il faut vérifier, avoir des repères, des critères, etc. Il me dit, ah mais tu as raison, mais quels critères je peux avoir? Je lui ai dit, écoute, demande-lui, est-ce qu'elle serait prête à donner sa copine-là à son fils, si c'était son propre fils qui voulait se marier? Alors le monsieur a demandé à la dame, est-ce que ta copine-là, si ton fils voulait se marier, tu vas lui donner cette dame? Elle a dit, ah, le problème c'est qu'elle est un peu nerveuse, etc.
Ah bon, et maintenant tu veux donner cette femme-là. Donc tu veux caser ta copine. Tu veux pas d'un mari, tu veux caser ta copine. Et après, la dame, elle m'en a voulu quand même, parce que pourquoi j'ai trouvé cette intelligence-là. Mais les hommes aussi ont leur intelligence, leur flair, comme les femmes. Tout ça doit se compléter. Et donc, votre message-là est vraiment formidable. Je ne pense pas qu'il puisse y avoir un témoignage plus sincère que ce que vous avez dit pour votre fille. Et ce monsieur-là, quand même, quelque part, bon, je voulais lui donner quelques trucs, mais là, je trouve que c'est un gars vraiment formidable. Et je souhaite longue vie à votre mariage, entente, respect mutuel, endurance, n'est-ce pas, pour le meilleur. Voilà, donc maintenant, je voudrais vraiment vous laisser venir sur la table pour la séance de dédicace. Alors, docteur, merci pour la confiance, bonne continuation et à la prochaine. Allez, au revoir. D'accord. Ça c'est le vôtre et ça c'est celui du professeur. C'est Maïmouna, oui. On va essayer de se voir avant que tu ne partes. D'accord. Je parle le 28. Ah, c'est bon. Ok, à bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup. Excusez-moi, vous allez bien? Ça va. Journaliste du Soleil. D'accord, ok, super. D'accord, ok, merci. Le nom. Ok. Merci beaucoup. Merci infiniment. Je vous appelle, Inch'Allah. Ok, merci. Ah, ok.